Mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pas, vous, hein. Bonjour à toutes et tous. Gaza devant l'histoire. C'est le titre du petit livre de l'essai d'intervention que vient de faire paraître mon invité Enzo Traverso. Bonjour, bonjour Julien Terry. Bonjour Enzo, tu es professeur d'histoire européenne du XXe siècle à l'université de Cornell aux États-Unis. Tu t'es intéressé aux révolutions notamment, mais tu t'es intéressé aussi beaucoup à l'histoire du judaïsme, à l'histoire des intellectuels juifs. Je pense à un livre en particulier qui s'appelle « La fin de la modernité juive ». Tu as décidé d'intervenir aujourd'hui avec un livre plus directement politique, à propos donc de ce qui se passe aujourd'hui à Gaza et de la manière dont, notamment dans le débat français, les effets de Gaza se déploient, les effets de ce nettoyage ethnique, pour ne pas dire de ce génocide dont les intentions sont affichées par les autorités israéliennes, les effets donc de cette situation absolument abominable depuis le 7 octobre et l'attaque du Hamas, perturbe le débat français, et en particulier l'accusation d'antisémitisme est devenue une machine contre la gauche de la gauche, une machine à disqualifier la gauche. J'ai en tête aussi, à ce sujet, une tribune qui m'a frappé parmi beaucoup d'autres, une tribune d'historiens qui est parue dans Le Monde, des historiens tout à fait compétents, tout à fait réputés, dont certains même ont fait des travaux remarquables sur d'autres génocides, qui avancent des contre-vérités évidentes en parlant de pogrom, pour décrire ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est-à-dire en appliquant une catégorie qui n'a absolument rien à voir à aucun égard avec ce qui s'est passé ce jour-là, avec l'attaque perpétrée par le Hamas, et qui, dans leur tribune aussi, pour accuser d'antisémitisme ceux qui défendent la gauche palestinienne, tout simplement dénient le caractère colonial et postcolonial de l'entreprise sioniste et de l'État d'Israël d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils remettent en cause des données. Pourquoi est-ce que lorsque l'on est un historien des mouvements d'émancipation, un historien de la gauche au XXe et au XXIe siècle, un historien du judaïsme, on écrit aujourd'hui, dans les circonstances actuelles, un livre donc qui s'appelle « Gaza devant l'histoire ». Je dis dans la préface de mon livre qu'aujourd'hui, on ne peut pas écrire une histoire de la guerre de Gaza ou de ce qu'on appelle la guerre de Gaza. Il ne fait pas de doute que dans l'avenir, des chercheurs, des historiens écriront une histoire de la destruction de Gaza entre l'automne 2023 et 2024. Pour écrire un livre d'histoire, tu le sais très bien, il faut disposer de sources fiables, il faut avoir une connaissance de tous les acteurs de ce conflit, il faut disposer de tout un ensemble d'éléments qu'aujourd'hui, nous n'avons pas. Il faut, pour écrire l'histoire, il faut pouvoir regarder les événements avec un recul, avec une distance critique que nous n'avons pas aujourd'hui. Donc, ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est réfléchir sur une crise, un génocide qui est en train de se dérouler sous nos yeux, qui a été partout dans le monde lu, interprété, analysé à l'aide de catégories historiques. On peut s'interroger sur cette crise, cette guerre, ce génocide à la lumière de l'histoire. L'histoire a été non seulement évoquée, elle a été convoquée dès le départ pour dire ce qui était en train de se passer. Dès le lendemain, on nous a dit, et cette formule a été reprise par des chefs de gouvernement, des chefs d'État, et a été martelée par tous les médias, que le 7 octobre était le plus grand pogrom de l'histoire après l'Holocauste. Et immédiatement, la crise de Gaza a été inscrite dans un paysage
balisé par la longue histoire de l'antisémitisme et l'histoire de l'Holocauste. Et donc, du coup, je me suis dit, on ne peut pas écrire l'histoire de Gaza aujourd'hui, mais nous pouvons réfléchir sur toutes ces catégories qui sont mobilisées pour analyser cette guerre. Qu'est-ce que c'est que l'antisémitisme? Qu'est-ce que c'est que le sionisme? Qu'est-ce que c'est qu'un génocide? Etc. Et dire que le 7 octobre est le plus grand pogrom de l'histoire après l'Holocauste signifie immédiatement donner une interprétation, une clé de lecture de l'événement, signifie inscrire Gaza, l'expliquer comme l'épilogue de la très longue histoire de l'antisémitisme, l'épilogue d'une histoire millénaire de haine contre les Juifs, et signifie aussi évacuer en même temps l'histoire de Gaza, c'est-à-dire l'histoire d'une occupation qui est devenue une forme de ségrégation des Palestiniens de Gaza depuis 2007 et une oppression qui a commencé depuis la première guerre arabo-israélienne en 1948. Et donc, je pensais que c'était indispensable de faire la clarté sur cela. Or, dire que derrière le 7 octobre, il n'y a pas l'histoire millénaire de l'antisémitisme, mais il y a l'histoire de l'occupation israélienne, ne signifie pas banaliser la gravité des événements du 7 octobre, que je n'ai aucune difficulté à condamner. Cela me paraît nécessaire. Mais pour comprendre ce qui s'est passé, il faut définir les choses avec un lexique approprié. Autrement, on aboutit à une opération qui a pris des proportions gigantesques de manipulation de l'histoire, qui consiste à classer, cataloguer dans la catégorie de l'antisémitisme toute forme de solidarité avec la Palestine et toute protestation contre l'occupation israélienne des territoires palestiniens et contre la destruction de Gaza. On ne sait pas par où commencer, finalement, devant ce tissu de manipulation et de contre-vérité. Qu'est-ce que c'est qu'un pogrom? Rappelons ce que c'est qu'un pogrom. Alors, les pogroms, le mot est né en Russie, sous l'Empire des Tsars. Il y avait une violence qui était une violence du régime contre la minorité juive, et une violence qui était organisée, qui était souvent planifiée, une violence qui visait une minorité qui était non seulement stigmatisée, mais qui était soumise à des formes d'exclusion et de discrimination qui passaient par tout un dispositif législatif. Ce sont les moments de paroxysme de violence, donc, contre ces communautés. Oui, alors il y a eu les pogroms contre les Juifs, surtout en Europe. Je répète, l'Empire des Tsars, ça a été le cœur. Mais aussi en Europe centrale, il y a eu aussi des pogroms contre les Juifs en Europe, aussi dans certains pays d'Europe occidentale, dans une époque antérieure à l'émancipation et à l'intégration des Juifs au sein des États dans lesquels ils vivaient. Mais c'était des violences qui avaient une nature antisémite évidente. Mais elles sont perpétrées par une majorité contre une minorité, pour commencer. Bien sûr, il s'agissait de violences... Ça n'a rien à voir avec avec l'attaque de Gaza, avec l'attaque du Hamas. Du pouvoir contre une minorité. Oui. Là, nous sommes exactement dans le cas inverse, c'est-à-dire un pogrom, si on le définit comme ça, de la minorité à l'égard de la majorité qui détient le pouvoir. Ouais, donc c'est déjà c'est un renversement. C'est un renversement qui remet en question la comparaison dès qu'on la formule. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est déjà même une falsification. Derrière le 7 octobre,
il y a une escalade de violence contre les Palestiniens perpétrée par l'armée israélienne. Et il y a toute une histoire d'oppression et de refus de dialogue. On ne peut pas ignorer que le 7 octobre, c'est le retour des Palestiniens à des méthodes d'action violentes après l'échec de toutes les tentatives de dialogue, de recherche d'une solution négociée, d'une solution pacifique, après l'échec de tous les accords de paix qui ont été signés entre Israël et les Palestiniens depuis 30 ans désormais. En 2018, il y a une manifestation pacifique des Palestiniens contre le blocus de Gaza. La réponse israélienne, c'est la répression. C'est l'assassinat des manifestants. Et c'est l'assassinat des manifestants. En série, voilà. par des snipers. Alors, on ne peut pas ignorer qu'on est arrivé au 7 octobre après ce processus de radicalisation de la violence anti-palestinienne par l'État d'Israël. Et cela est aussi la conséquence du refus de toute négociation avec le Hamas, après que le Hamas a modifié sa charte en reconnaissant l'État d'Israël. En reconnaissant, disons, la solution à 2 États. La réponse israélienne a été la répression et la violence. Donc, lire le 7 octobre comme une explosion de haine antisémite signifie tout simplement évacuer le contexte historique dans lequel cette violence s'est produite. Et je crois qu'un minimum d'honnêteté politique et intellectuelle devrait nous empêcher de tomber dans une dérive ou alors d'opérer consciemment une telle manipulation. C'est-à-dire que si l'on en revient au caractère mensonger, fondamentalement mensonger et tendancieux de l'appellation de pogrom, il y a d'abord le fait que, contrairement à un pogrom, ça n'est pas une majorité qui s'en prend à une minorité. Ça, c'est le premier point. Mais aussi, tu viens de dire, contrairement à un pogrom, ça n'est pas une situation dans laquelle une population qui est occupée militairement, dont le territoire est occupé militairement, résiste. C'est pas ça du tout un pogrom. C'est pas les antisémites russes ou d'Europe centrale qui étaient occupés par les juifs et qui ont résisté. Enfin, c'est complètement absurde. Le parallèle n'a aucun lieu d'être. En fait. Et puis, tu le disais, cette attaque qui est objectivement une résistance contre une occupation, on ne peut pas dire le contraire, on peut la désapprouver dans son principe, on peut la désapprouver dans les atrocités qu'elle a commises, mais on ne peut pas ne pas dire que c'est une résistance face à une occupation, ça c'est impossible, sinon c'est dénier les données, même pas les faits. Dernier point donc, tu disais, elle est précédée d'un refus de négocier, y compris quand la partie en face, le Hamas, accepte de négocier, et elle est précédée de toute une série de violences terribles contre des manifestations pacifiques de la part de la population qui est occupée. On peut ajouter aussi qu'il y a ce blocus de Gaza qui est organisé méthodiquement par l'État d'Israël et qui met la population de Gaza dans une situation sanitaire, dans des conditions de vie à tous égards inadmissibles et absolument terribles. Oui, alors là, je pense qu'il faut ajouter quelques éléments dans ce contexte qu'on a essayé de très rapidement de décrire. Et Israël s'apprêtait, avec le soutien et même l'inspiration des États-Unis, à signer des accords de paix avec l'ensemble des pays arabes de la région. On l'avait déjà fait avec un certain nombre sur le dos des Palestiniens. C'est-à-dire, on s'acheminait vers une situation dans laquelle on actait la fin de la Palestine. Des accords de paix entre Israël et le monde arabe sont la Palestine. Et donc, le 7 octobre a été événement violent et traumatique qui a remis la Palestine comme un acteur
incontournable de la situation. Or, on peut discuter sur les moyens que les Palestiniens ont choisis pour rentrer dans le jeu politique et redevenir un acteur stratégique. Et encore une fois, je pense que les méthodes qu'ils ont choisies sont des méthodes abominables, sont des méthodes qu'on ne peut pas cautionner, sont des méthodes qui nuisent à la cause palestinienne. Mais une chose, c'est défendre une cause légitime avec des méthodes inappropriées. Autre chose, c'est utiliser des méthodes abominables qui sont parfaitement cohérents et logiques avec un projet que l'on défend. Et ça, c'est le cas d'Israël. La destruction de Gaza s'inscrit d'une façon très cohérente avec le projet qui est celui défendu de la manière la plus paroxystique, disons, par le courant fasciste et raciste du gouvernement, mais qui a toujours été le projet de la droite israélienne, c'est-à-dire parvenir au grand Israël sans les Palestiniens. Alors ça c'est un peu le contexte. Or, moi, je n'ai aucune difficulté à reconnaître que l'attaque du 7 octobre est une attaque terroriste, est une attaque que l'on peut condamner, mais des méthodes terroristes, si on regarde l'histoire, encore une fois, si on revient à une intelligence historique des événements, des méthodes terroristes ont toujours été utilisées par des mouvements de résistance, des mouvements de libération nationale. C'est le film de Gillo Pontecorvo, La bataille d'Alger, qui a été primé au Festival de Venise. Dans une scène cruciale de ce film, on voit des femmes algériennes qui se déguisent françaises, disons, et qui vont poser des bombes dans des cafés fréquentés par la jeunesse française. Quand on lit Frantz Fanon, on trouve une véritable théorie de la violence comme source d'humanisation et d'émancipation, de libération décolonisée. On peut discuter de tout cela. Évidemment, on peut discuter de tout cela. Toutes les atrocités coloniales auxquelles font réponse. Et si on les met hors champ, évidemment, ça devient odieux. Cela est évident. Hein. Oui. Dire que le 7 octobre est le résultat d'une violence terroriste qui disqualifierait est une stupidité si on part du constat que depuis le 7 octobre, les États-Unis ne font que négocier avec le Hamas par toute une série d'intermédiaires, mais le Hamas est de facto l'interlocuteur des Israéliens. Dans le débat de ces derniers mois, un projet de cessez-le-feu, on attend la réponse du Hamas. Et d'où vient la réponse du Hamas? Même pas du Qatar, elle vient des tunnels de Gaza. Et donc, ceux qui ont organisé cette attaque sont devenus des acteurs de facto reconnus partout, par toute la communauté internationale. Ça, c'est la situation. Il faut prendre acte de cette situation. Il faut regarder les choses telles qu'elles sont. On a l'histoire de la résistance en Europe est aussi l'histoire d'actions que l'on considère rétrospectivement comme héroïques, dans plusieurs cas, de violence contre les civils. Ça, c'est l'histoire de tous les mouvements de libération. C'est l'histoire de l'ANC en Afrique du Sud. C'est l'histoire des Viet Cong au Vietnam. C'est l'histoire de la résistance en Europe. Alain Grèche, qui avait été l'invité du média
peu de temps après le 7 octobre, je crois, définissait le terrorisme stricto sensu comme les violences contre les civils, des violences aveugles contre des civils. Et à cet égard, il y a aussi, bien sûr, l'exemple du sionisme, des attentats sionistes très nombreux, souvent aveugles, contre des civils, qui ont été perpétrés par des gens qui sont devenus ensuite des leaders de l'État d'Israël. Menachem Begin, Yitzhak Shamir, entre autres, ont été à la tête de mouvements ouvertement terroristes. Le groupe Stern. Le groupe Stern. La bombe à l'hôtel King David. Par exemple, c'est ça. De Jérusalem, presque une centaine de morts. Avec des objectifs politiques qui correspondent dans leur structure à ce que tu décris finalement des effets de l'attaque planifiée par le Hamas, à savoir changer une position dans un rapport de force et dans une négociation. Et donc, à cet égard, il n'y a rien de spécifique, au fond, à la façon dont le Hamas s'est comporté et à cette attaque, si je comprends bien. Oui, mais alors, je dis cela non pas pour, défendre le Hamas. Non, mais j'ai bien compris. Alors, peut-être qu'il y a de la part de Sinwar, de la part du leadership du Hamas, un calcul cynique. Je ne l'exclus pas du tout. Le calcul cynique qui consiste à dire on a la capacité d'organiser cette attaque absolument inattendue, spectaculaire, traumatisante, qui va révéler toute la fragilité, la faiblesse de cet État qui se présente comme une espèce de forteresse imprenable. Et la réponse sera atroce, mais le martyre des Palestiniens pourra être utile à la cause palestinienne. Je n'excluse pas qu'il y ait un calcul de ce genre. Ça paraît même probable, non ? C'est même probable. Et évidemment, on peut discuter de cela. Mais alors, le 7 octobre, quand on a pris la mesure de l'atrocité de l'attaque, moi, je me suis dit, les Palestiniens sont en train de se suicider. De signer parce que personne ne pourra défendre. Alors, il y a eu la réponse israélienne. Toujours. Il y a eu la réponse israélienne et les Palestiniens sont apparus pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des victimes. Et non seulement cela, mais tous les sondages pour ce qu'ils valent, les sondages faits dans les territoires occupés ou à Gaza indiquent qu'il y a une popularité du Hamas, qu'il y a un soutien au Hamas. Il y a des critiques. Parmi les Palestiniens. Moi, je dis toujours, si dans des conditions de liberté et de démocratie, dans une société démocratique, le Hamas, qui est un mouvement autoritaire, qui est un mouvement fondamentaliste, qui est un mouvement certainement homophobe et misogyne, traditionnaliste religieux, et serait un ennemi de la gauche palestinienne. Oui. Il ne fait pas de doute. Il y a eu une guerre entre le Hamas et les mouvements laïcs palestiniens, d'ailleurs. Donc, dans les circonstances actuelles, ce sont des membres du Hamas qui se battent les armes à la main contre une armée d'occupation. Et cela explique le soutien des Palestiniens. Alors, les comparaisons valent pour ce elles doivent toujours être prises avec des précautions. Je mentionne souvent cette couverture du Times, du magazine, lors de la guerre des 6 jours, qui présente la photo d'un soldat israélien qui symbolise la victoire d'Israël. Et en 1967, nous sommes une vingtaine d'années après la fin de la guerre, après l'Holocauste. Donc Israël est encore un pays de réfugiés, encore un pays de rescapés d'un génocide. Et cette image a eu un impact symbolique énorme parce que les Juifs qui étaient historiquement présentés et que dans l'imaginaire collectif étaient des victimes, les squelettes avec un pyjama rayé qui sortaient d'un camp d'extermination, eh bien, soudainement, les Juifs apparaissent comme des soldats, une image de virilité, de combattants, et donc la rédemption
d'une certaine image stéréotypée de la judaïté. Je pense que pour les Palestiniens, il y a eu quelque chose de similaire. Les Palestiniens se sont dit, eh bien, depuis des décennies, nous subissons des humiliations quotidiennes. On nous prend nos terres, on détruit nos maisons, on arrête de la façon la plus indiscriminée, arbitraire et brutale tout, non seulement nos militants et nos combattants, mais même des adolescents. On les tient en détention administrative pendant des mois ou des années en prison. Nous sommes des victimes de tout point de vue. Finalement, nous montrons que nous sommes capables de frapper, que nous sommes capables de nous battre et que nous pouvons leur faire mal. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut lire avec Fanon. C'est-à-dire, c'est une violence que Fanon disait régénératrice ou une violence qui humanise. Qui rend la dignité. Alors, encore une fois, on peut discuter de tout cela, mais il faut prendre en considération tous ces éléments. Autrement, on ne pourrait pas comprendre. Si on lit la crise de la guerre et le génocide avec les lunettes et les catégories du libéralisme classique, de la démocratie libérale, on ne pourrait pas comprendre pourquoi les déportés juifs dans les camps d'extermination, lorsque arrivait un bout de journal entré et ils apprenaient que Dresde avait été détruite sous une pluie de bombes occidentales, pouvaient esquisser un sourire et ça leur faisait plaisir. Pourquoi Primo Levi, lorsqu'il dit dans La Trêve que ça lui fait plaisir de voir les Allemands qui finalement ne sont plus les dominateurs, mais qui sont... et les Allemands, on sait ce que ça a été que la Deuxième Guerre mondiale pour la société civile allemande et pour les civils allemands. Et donc, j'ouvre mon essai en faisant cette comparaison. Aujourd'hui, organiser une manifestation contre l'antisémitisme au moment où se déroule un génocide à Gaza, une manifestation contre l'antisémitisme qui réunit tous ceux qui soutiennent ce génocide, et même l'extrême droite antisémite qui est l'héritière de la longue histoire de l'antisémitisme. C'est comme si, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on n'organisait pas un tribunal militaire et un procès contre les nazis, mais plutôt contre les alliés qui avaient perpétré des crimes de guerre en Allemagne. C'est ça le paradoxe et la contradiction. Et d'ailleurs, c'est intéressant quand on fait une histoire de la mémoire de l'Holocauste, précisément, le débat qui a eu lieu en Allemagne dans les années 80, ce qu'on appelait le Historikerstreit. Il y avait un historien qui était le grand historien révisionniste allemand, Ernst Nolte, qui disait « Oui, les chambres à gaz, évidemment, personne ne peut les défendre. Les chambres à gaz ont été une tragédie, etc. Mais les nazis réagissaient à une menace qui était la menace bolchevique. Et les premiers à agir de façon violente ont été les bolcheviks, évidemment. Et donc, qu'est-ce que ça a été que la violence nazie a été une exagération, une surenchère, une dérive dans une réponse qui était légitime. Et comment est-ce qu'on a justifié toute une série de génocides dans l'histoire en évoquant la violence des colonisés, violence de ceux qui n'acceptent pas d'être civilisés par l'Europe. Et donc, cette idée d'une violence réactive, parce que le discours même aux États-Unis, même la droite française déplore les morts palestiniens, mais dit finalement la réponse israélienne était légitime et nécessaire. Là, tu étends la droite française jusqu'au PS inclus intégralement. Puisqu'il déplore, il ne dénie pas le fait qu'il y a aujourd'hui au moins 40 000 morts officiellement, en réalité
probablement le double, hein, et des morts induites encore plus nombreuses, il ne le dénie pas. Simplement, c'est un fait qui passe au second plan, d'une certaine façon, qui est expliqué d'une part rationnellement, comme tu le dis là, comme réaction à la violence illégitime, en l'occurrence du Hamas, d'un côté, et puis de l'autre, il cache difficilement quand même qu'une vie de colonisé, en l'occurrence palestinien, ne vaut pas une vie de colonisateur. Les discours extraordinaires de François Hollande, par exemple, hein, mais aussi d'autres membres du PS, où je pense à des journalistes, notamment du Printemps républicain, hein, qui ont fait déployer des trésors de pédagogie pour dire que c'était pas la même chose de tuer un enfant en réagissant à des attaques terroristes, et même 1000 enfants, et même 10 000, parce que l'esprit n'était pas le même, et que donc on pouvait pas mettre ça sur le même plan. Je voudrais qu'on finisse là-dessus, peut-être, et sur ce type d'attitude rationalisée qui, si on va quand même au fond des choses, correspond à une perpétuation du suprémacisme blanc occidental qui est au principe de la colonisation. Oui, alors je consacre dans mon livre un chapitre à la question de l'orientalisme. L'orientalisme qui a atteint son apogée à l'âge de l'impérialisme, à la fin au tournant du XXe siècle, et l'orientalisme qui se fondait sur cette vision un peu dichotomique du monde. L'Occident, c'est la civilisation, et le monde non occidental, rassemblé sous cette définition de l'Orient, c'est la barbarie. Et donc la rationalité, c'est l'Occident, et le fanatisme ou l'obscurantisme, c'est situé dans le monde colonial, le développement, l'arriération. Alors cette vision dichotomique qui était à la base d'une vision hiérarchique du monde et à la base d'une vision hiérarchique et raciale de l'humanité, finalement, je me suis rendu compte, après le 7 octobre, que cette vision est extrêmement prégnante, qu'elle oriente, inspire. Alors, il y a 2 jours, cela fait même pas 2 semaines que je suis rentré en France, je ne vis pas en France, donc ce n'est pas pour intervenir dans un débat français que j'ai écrit ce petit livre, mais j'ai écouté François Bayrou qui disait « Je ne peux pas voter pour la France insoumise quand je vois Rima Hassan avec son kéfier palestinien. » Parce que ce serait antisémite. Parce que ce serait antisémite. C'est-à-dire l'idée qu'une oppression qui est faite par des juifs, un nettoyage ethnique, un génocide qui sont planifiés par des juifs ne peuvent pas en être et ne peuvent pas être désignés ainsi parce que ce serait au nom des juifs. Il y a la Cour de justice internationale des Nations Unies qui a lancé l'alarme contre un risque plausible de génocide en cours. La Cour pénale internationale qui a requis un mandat d'arrestation contre Netanyahou avec l'accusation, non pas d'avoir violé les droits de l'homme, l'accusation d'extermination. C'est ça le chef d'inculpation. Et pas à la légère, c'est pas à la légère. Il y a des éléments, manifestes. On lit tous les jours dans la presse, il y a au moins 40 000 Palestiniens qui ont été tués à Gaza. Et François Bayrou dit on ne peut pas tolérer voter pour quelqu'un qui se présente avec un kéfier. C'est évident que pour Bayrou, la vie d'un Palestinien, la vie de 40 000 Palestiniens ne vaut pas autant que celle de 1200 Juifs. Et je pense que si on tire les conclusions logiques, la vie d'un citoyen français de confession israélite vaut plus que la vie d'un citoyen français musulman, puisque dans ces représentations, il n'occupe pas la même place. C'est quelque chose de véritablement effrayant. Mais derrière ça, si cette attitude est possible, c'est parce qu'il y a la médiation de l'antisémitisme, la place que l'antisémitisme prend dans l'histoire de France, dans l'imaginaire politique. C'est-à-dire que c'est une imputation qui immédiatement diabolise, disqualifie radicalement celui qui en est l'objet, dès lors qu'on la formule. Et si c'est possible, si on l'utilise comme ça, c'est toujours, me semble-t-il, l'expression de ce jeu que les élites jouent, les élites politiques jouent, avec les Juifs, au fond. C'est-à-dire que après une époque où finalement la bourgeoisie française
comme la bourgeoisie européenne était massivement antisémite, imputait, assimilait tout ce qui lui faisait peur, le progrès social en particulier, les mesures sociales du Front populaire, au judaïsme, hein, aux juifs, la fameuse accusation de judéo-bolchevisme. Hein. On est passé de cette période-là à une sorte de retournement. C'est au nom des crimes qu'elle a commis par le passé que désormais, finalement, il y a une forme de religion autour de la défense de ce qui est censé être un État que cette bourgeoisie-là reconnaît comme l'État-nation des Juifs, hors d'Europe. C'est quand même un retournement qui, pour un historien, est extrêmement spectaculaire. Mais c'est aussi un discours qui est pétri de contradictions macroscopiques. Pensons le Rassemblement national qui nous dit qu'il veut introduire de mesures punitives vis-à-vis des binationaux ou des discriminations vis-à-vis des binationaux. Et puis, il faut défendre, il faut protéger les Juifs parce que qui critique le sionisme serait antisémite. Donc, c'est une contradiction absolument évidente. Mais alors, ce discours, c'est ce que aux États-Unis, ça fait partie du débat. Là, on a weaponized cette instrumentalisation de l'antisémitisme qui se transforme en arme dans le combat politique. Et là aussi, si on étudie l'histoire, aussi on connaît, même superficiellement, l'histoire du monde juif, on sait très bien que le sionisme a toujours été minoritaire au sein du monde juif. Ça n'est plus le cas aujourd'hui, semble-t-il. Il y a eu un très grand nombre de grandes figures du monde intellectuel juif qui étaient antisionistes. Et même l'histoire du sionisme est une histoire extrêmement diverse. Au sein du sionisme, il y avait des courants marxistes et des courants fascistes. Il y avait des courants qui prônaient la création en Palestine ou ailleurs, mais en Palestine, d'un foyer national juif et pas d'un État national juif. Ce qui fait une grande différence. Hein, qui n'ont jamais conçu la création d'un foyer national juif comme la création d'un État opposé aux Palestiniens ou fondé sur l'exclusion et l'expulsion des Palestiniens. Et cette identification ou équation abusive entre antisionisme et antisémitisme a indigné beaucoup de juifs. Et là encore, c'est une falsification historique, tout simplement. C'est une falsification historique. Je vis aux États-Unis et j'ai vu et j'ai participé au mouvement contre la guerre dans mon université, dans les campus. Il y a une présence massive des juifs dans le mouvement contre la guerre. Une présence massive, ce n'est pas une ou deux, quelques personnalités. C'est une présence massive, organisée, qu'on ne peut pas ignorer. Si on va à Columbia, le campus qui a été mis en épingle, qui a été montré, si on va à Columbia, quand on voyait dans ce campement, Jewish Voice for Peace, c'était une présence très significative. Et donc, cette manipulation, cette démagogie, cette weaponization de l'antisémitisme a indigné beaucoup de juifs qui sont descendus dans la rue en disant pas à mon nom. Je ne peux pas accepter qu'un État qui se présente comme l'État des Juifs soit en train de perpétrer un génocide et de m'impliquer dans une telle opération. Donc, cette campagne contre l'antisémitisme, le prétendu antisémitisme de gauche est une campagne mensongère qu'il faut, je pense, contraster avec la plus grande fermeté. En France, il y a des expressions alors qui sont certainement beaucoup moins importantes qu'aux États-Unis parmi les communautés juives de cette pensée juive antisioniste avec le collectif Tzedek, par exemple, avec l'Union française des Juifs pour la paix, qui martèlent, qui mettent bien en avant le fait que la revendication de l'État, l'appareil d'État, l'État-nation, appareil d'État d'Israël aujourd'hui, de représenter les Juifs, puisque c'est ça, au fond, hein, c'est la revendication abusive de cet État. Et si on nous attaque, ce sont les Juifs qui sont attaqués.
Et donc, comme les Juifs ont été victimes de l'Holocauste, toute attaque contre nous, quelle qu'en soit la nature, est de nature antisémite. Hein, c'est un peu ça le mécanisme. Ils sont pas très nombreux en France, mais ils ont cette présence-là quand même aussi. Ces Juifs qui rappellent, comme tu le faisais à l'instant, que le sionisme n'était pas du tout majoritaire parmi les Juifs avant l'Holocauste, hein, précisément, qu'il y avait une forte opposition, et qu'on assimilait, au fond, à juste titre, souvent parmi les Juifs, cette idée sioniste que les Juifs devaient former une nation autonome avec son État a une forme d'antisémitisme, puisque derrière, il peut y avoir, et il y avait souvent de la part de ceux qui les soutenaient, à commencer par Lord Balfour, qui déclare la fondation d'un foyer national juif, il y avait l'idée que les Juifs formaient un corps étranger qui avait vocation à partir de l'Europe. Idée éminemment antisémite. On ne compte pas les fascistes antisémites qui se sont déclarés favorables aux sionistes, hein, à commencer par Drieux-La Rochelle, Rebattet. À la Libération, en France, il y avait beaucoup de Juifs qui craignaient qu'on les oblige à partir. Puisqu'il allait y avoir un État des Juifs qui était l'État naturel des Juifs. Pourquoi est-ce qu'il devrait rester là? Donc il y avait ce refus. Le Bund, bien sûr, la grande organisation juive ouvrière socialisante de Russie et d'Europe de l'Est, était violemment antisioniste et considérait que c'était sur place qu'il fallait faire valoir les droits et lutter pour les Juifs et pour le socialisme. Toute cette tradition, on a l'impression qu'aujourd'hui, là je m'adresse à toi parce que tu la connais très bien, cette tradition historique juive, on a l'impression qu'aujourd'hui en France, elle est devenue extrêmement minoritaire. Oui, il y a quand même une réactivation de cette tradition très noble juive de la pensée critique et aussi de l'engagement politique contre le pouvoir. D'ailleurs, Édouard Saïd lui-même, dans son essai bien connu sur les intellectuels, il rendait hommage à cette tradition qui a marqué profondément l'histoire du monde occidental. L'intelligentsia juive qui était au cœur de la culture occidentale, mais exclue du pouvoir, ne pouvait que adopter une posture critique vis-à-vis des formes de domination, vis-à-vis aussi des prémices culturelles elles-mêmes. Mais alors, je pense que ce philosionisme aussi ostentatoire de l'extrême droite partout en Europe a aussi des explications. D'une part, je vois aussi une convergence idéologique. Parce que le projet du sionisme politique qui est aujourd'hui au pouvoir en Israël est le projet du Front National, c'est-à-dire l'idée de l'État des Juifs sans les Palestiniens. C'est une France ethniquement homogène et chrétienne et une France imaginaire. Netanyahou est venu défendre à la télévision française ce type d'approche en disant c'est vous qui êtes attaqués. C'est le choc des civilisations. Voilà, et c'est pour ça que Giorgia Meloni, qui est l'héritière qui est jusqu'il y a 2 ans se proclamait très fière de venir d'un mouvement qui avait promulgué une législation antisémite en 1938. Eh bien, elle dit finalement, l'État sioniste veut un État des Juifs comme nous voulons un État italien et nous ne voulons pas de droit du sol en Italie. Notre ennemi, c'est l'étranger, c'est l'arabe, c'est le musulman. Il y a des convergences idéologiques. Et puis, ce philo-sionisme de l'extrême droite est la voie qui permet à l'extrême droite de se légitimer aux yeux des élites occidentales comme une force respectable de gouvernement. Nous faisons partie du monde occidental. Nous sommes des interlocuteurs fiables pour défendre l'ordre géopolitique international tel qu'il existe. C'est un message. Donc la question juive est instrumentalisée afin de légitimer l'extrême droite comme force de gouvernement dans plusieurs pays européens. Et en même temps, il faut bien l'expliquer. Donc, tu avais raison de souligner que l'antisémitisme est une des prémices du processus de formation des nationalismes en Europe. Tous les nationalismes étaient
antisémite de façon différente, un antisémitisme qui pouvait être plus religieux que racial dans les pays du monde latin, par exemple, ou avec une forte connotation raciste en Europe centrale. Ouais. Mais l'antisémitisme était un des piliers des nationalismes, de ce processus, disons, de cette anthropologie politique de la naissance des nationalismes modernes. Donc les extrêmes droites viennent de là. Aujourd'hui, elles ont opéré une transition avec un déplacement de l'axe de la xénophobie et du racisme, de l'antisémitisme à l'islamophobie. Ils sont d'autant plus sionistes que leurs ennemis sont devenus les minorités musulmanes, les minorités, les Arabes, les Noirs, disons, les minorités post-coloniales. Et je dis dans mon livre, les Juifs ont franchi ce que Du Bois appelait la ligne de la couleur, qui est une ligne métaphorique, évidemment, qui n'est pas une ligne de clivage ethnique, hein, même si au départ, aux États-Unis, la ligne de la couleur distingue bien. Mais à la fin du 19e siècle, les migrants juifs d'Europe orientale qui arrivaient aux États-Unis n'étaient pas blancs. Les Italiens et les Polonais, les Grecs qui arrivaient aux États-Unis n'étaient pas des blancs. Ils sont devenus blancs. Ils ont franchi cette ligne de la couleur métaphorique. Et un des vecteurs de ce franchi de la couleur, de cette transition, ça a été l'intégration par ces minorités de toute une série de stéréotypes racistes. Donc, pour un Italien immigré aux États-Unis, être un raciste anti-noir, ça lui donnait quelques arguments pour être reconnu comme un blanc, qui faisait partie il n'était pas un WASP, mais il était blanc. C'est Voilà. un type de mécanisme qu'on retrouve bien en France avec tel ou tel leader du Rassemblement national qui est issu de cette immigration et qui s'agrège finalement. Voilà. Et cela explique pourquoi la population israélienne, dont la moitié est faite de juifs qui viennent du monde d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, qui sont ethniquement, disons, parfaitement homogènes aux Palestiniens, eh bien, ils sont considérés comme appartenant au monde occidental. Ils ont franchi cette ligne de la couleur métaphorique qui oriente notre regard et qui définit aussi notre position et qui fait que les victimes de l'attaque barbare du 7 octobre valent beaucoup plus que les victimes des bombes israéliennes. Merci beaucoup Enzo Traverso d'être venu nous parler de ce livre donc d'intervention Gaza devant l'histoire. Je recommande donc la lecture de ce livre pour essayer d'éclaircir, de comprendre ces usages complètement fous de l'accusation d'antisémitisme en France et l'attitude de la classe politique, des médias à l'égard du génocide à Gaza. Ce livre donc qui a déjà été traduit en espagnol, je crois, qui est déjà paru en italien et qui va paraître à la rentrée au mois d'octobre en français et en anglais. Oui. Merci Enzo. Merci à toi.